بگشلات خیابان جزابم بگشلات خیابان جزابم چانو پای پیچا اولا کینگ تلو. Comment avez-vous appris la médecine chinoise? Tout d'abord, je me suis inspiré du vieux maître Tsuta en Chine, qui faisait de la médecine chinoise, qui avait des schémas avec les méridiens d'acupuncture. Il faisait régulièrement des séances d'acupuncture, donc je m'en suis imprégné. Ensuite, quelques années plus tard, j'ai rencontré un Rinpoche tibétain. En fait, il était de Hawaï. Il s'appelait Lama Wangchen. C'était un Rinpoche, en fait, et il avait été longtemps le médecin du Karmapa, au Tibet. Il a vécu dans mon dojo, dans mon appartement, pendant 1 an. Et il faisait de la très bonne médecine tibétaine. C'est lui qui m'a enseigné comment remettre les vertèbres, les articulations des genoux, du coude, des poignets, les clavicules. Et puis, j'ai rencontré aussi un autre maître, Rosicrucien, en Belgique, qui m'a enseigné la manière de créer des percussions dans le corps avec les poignets, etc. Un peu compliqué à expliquer avec les mots. Et aussi les plantes, l'utilisation des plantes. Mais auparavant, j'ai connu Maurice Mességuet, qui était un spécialiste des plantes, qui a écrit beaucoup de livres en France, et il m'a enseigné comment ramasser les plantes, les sécher, comment les utiliser. Mais je n'en avais jamais fait un métier. En 1978, quand j'avais mon dojo à Périgueux, rue Port-de-Grolle, j'allais tous les matins, après le zazen, dans un café tenu par 2 femmes. Des femmes très gentilles. C'est là où j'ai écrit mon premier livre, Le moine guerrier. Je venais tous les jours écrire. J'écrivais des enseignements aussi, dans ce bar, dans un coin du bar. Et un jour, je viens dans le bar et je ne vois plus qu'une femme. Je demande où est l'autre femme. Elle me dit, elle a une hernie discale, donc un blocage sérieux au niveau du rein, et elle est allongée derrière le bar, dans une chambre. Alors je lui ai dit, est-ce que je peux la voir? Elle m'a dit oui, bien sûr. Je l'ai vue. Elle avait très mal. Alors je lui ai dit, je peux faire quelque chose. Et je lui ai remis cette vertèbre. Et dans les 5 minutes qui suivirent, elle s'est levée et elle est retournée au bar. Bon, c'était juste une aide que j'avais apportée. Et voilà, le lendemain, je reviens pour écrire. Et il y avait déjà 2 personnes qui étaient là. Elle avait dit, venez, je connais quelqu'un qui peut vous soigner. Alors, il a fallu que je m'occupe de 2 personnes. Puis le lendemain, il y en avait encore, et encore. Et j'étais obligé, finalement, de m'occuper de ces gens-là. Alors, j'ai voulu me perfectionner encore plus. Je suis allé à Bordeaux, à la faculté de médecine, et il y avait en face une grande librairie de la faculté de médecine de Bordeaux. Et là, j'ai acheté des livres. Par exemple, sur la radiographie, comment lire les radios. C'était important pour moi, pour la colonne vertébrale, etc., voir s'il n'y avait pas de lésion, quelque chose de cassé. Et puis,
j'ai acheté beaucoup d'autres livres et je me suis mis à étudier tous les jours. Et comme je connaissais un peu les plantes, je commençais à donner des prescriptions de plantes. Et puis, je me suis mis à faire les points d'acupuncture que mon ami Rosé Crucien de Belgique m'avait enseigné. Et à ces points-là, je commençais à mettre des aiguilles. Et petit à petit, j'ai étudié l'acupuncture chinoise, toute la philosophie. Et je me suis retrouvé à un moment donné où, tous les soirs en rentrant du travail, j'avais une file de 10-15 personnes. Je terminais à minuit, 1h du matin. Et après le week-end complet. Et après, je pouvais plus travailler. Au début, je soignais gratuitement, tout le monde. Mais quand j'ai commencé à avoir des problèmes de loyer, je pouvais plus payer le loyer, ni l'électricité, on me coupait l'électricité, l'eau, le gaz. Alors, j'ai mis une boîte à l'entrée de mon cabinet en disant faites un don, donnez ce que vous voulez. Mais j'ai remarqué qu'à la fin de la journée, il n'y avait pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Alors j'ai décidé de mettre un prix. Et j'ai commencé à faire payer. Et j'ai fait cette médecine pendant 20 ans. J'allais soigner à Clermont-Ferrand, en Auvergne aussi, pendant 6 ans, tous les week-ends. J'avais à peu près 20 personnes à soigner par week-end. J'ai soigné un petit peu partout, à Paris aussi, les lieux artistiques. Voilà en ce qui concerne la médecine chinoise. Alors, vous vouliez aider les autres, c'est pour ça que vous avez fait ça? Non, je ne voulais aider personne. J'ai jamais voulu aider quelqu'un dans la vie. Je faisais tout ça pour moi. La médecine chinoise m'intéressait tout simplement. Étudier la médecine chinoise m'intéressait. Après, je soignais les gens, mais je ne voulais aider personne. Par contre, je faisais de mon mieux pour soigner la personne. Voilà. Je n'ai jamais voulu aider qui que ce soit dans ma vie. J'ai toujours fait les choses égoïstement pour moi. Mais les choses que je faisais pour moi intéressaient toujours ou servaient aux autres. Donc, les autres en profitaient. Mais je n'ai jamais eu la prétention de vouloir aider les autres, sauver les autres. Jamais. J'ai toujours partagé mes expériences avec les autres. Mais les choses sont toujours venues à moi. Je ne suis jamais allé vers les choses, vers les êtres. C'est eux qui venaient, naturellement. J'ai soigné aussi pendant un certain temps les lamas tibétains du centre de Dakpo en Dordogne, donc lama Gendong, lama Jimmela. J'avais des bonnes relations avec eux. Quelle qualité doit avoir un bon médecin? Déjà, savoir faire un bon diagnostic. Donc, il faut s'intéresser au patient, le questionner, lui demander s'il a toujours vécu en France ou pas, peut-être en Afrique. Dans ces cas-là, ça change tout. Savoir prendre les pouls correctement. Regarder la couleur de la peau, de la langue, les yeux. Chercher les points douloureux dans le corps pour voir quel méridien, etc. va dans quelle direction. Ou les énergies perverses qu'on appelle, où elles sont bloquées dans le corps. Être un bon médecin, c'est s'intéresser à la personne, vraiment, complètement. C'est bien faire son travail. Sans avoir de certitude, non plus, sans prétendre être capable de tout soigner. Donc, souvent je demandais à la personne de m'apporter une radiographie ou un scanner, ou bien quand je sentais que c'était pas de mon ressort, de ma compétence de soigner la personne, je l'envoyais vers quelqu'un d'autre.
surtout s'il y avait une opération à faire, je disais il faut aller se faire opérer. Il fallait pas être fermé, il fallait être ouvert totalement et disponible pour la personne et la guider là où elle devait se rendre. Voilà. On n'est pas capable de tout résoudre, de résoudre tous les problèmes. Il y a aussi des spécialistes qui ont aussi des machines capables de voir les choses. Mes yeux ne voient pas tout. Ce que j'aimais aussi, c'est enseigner aux gens comment se remettre leurs vertèbres, leur colonne vertébrale. Qu'ils ne soient pas obligés de venir me voir systématiquement, par exemple. Wani chunza pelo hayo Okshilaya techeya wani chunza pelo. Un bon médecin doit-il rester sans émotion pour bien soigner ses patients? C'est mieux d'être détaché de la personne pour pas se laisser trop influencer et rester comme un scientifique qui observe les choses assez froidement pour pas non plus imaginer des choses qui n'existent pas. En fait, un médecin est une sorte de scientifique. Il doit bien observer les choses. C'est le corps qui doit me dire ce qui ne va pas. C'est pas à moi de dire oui, ça va pas si, ceci ne va pas, ou ceci va. C'est le corps. Donc les pulsations, les pouls, me montrent quelque chose. Les palpations me montrent quelque chose. Ce que me dit la personne me dit quelque chose. Alors, en général, ce que le patient dit. Par exemple, il me raconte ses symptômes. Et en même temps, il me raconte à peu près le genre de travail qu'elle a. Ça me permet de voir s'il y a un rapport avec le travail, ou s'il y a un rapport avec la nourriture, ou s'il y a un rapport avec son mental, sa vie familiale, les stress, les enfants, les responsabilités, etc. Et à la fin, quand je prends les pouls des poignets, si les pouls correspondent à ce qu'elle m'a raconté, alors tout va bien. Le diagnostic est bon. Si par contre les pouls ne racontent pas la même chose, il y a un petit problème. Donc, il faut essayer de nouveau de questionner, d'en savoir le plus possible. C'est ce que ne font plus les médecins aujourd'hui. En fait, la médecine, c'est comme la criminalité, c'est une investigation. On fait de l'investigation avant toute chose. Il n'y a pas de hasard, il ne peut pas y avoir de hasard. On ne peut rien imaginer non plus. Dans la criminalité, c'est comme ça. Un commissaire de police ou un détective, il doit avoir des preuves d'abord. S'il n'y a pas de preuves, il ne peut rien faire. Il faut des preuves. Et tant qu'on n'a pas la preuve, on cherche. Jusqu'au moment où on trouve la preuve. Où c'est l'évidence même. À ce moment-là, le doute disparaît. Donc c'est une investigation. Presque criminelle, parce qu'il s'est passé quelque chose dans le corps de la personne. C'est une véritable bataille. Il y a tout le temps des guerres dans le corps. Il y a des cellules qui naissent, d'autres qui sont mortes, tuées par d'autres. C'est très criminel en fait. Donc ça demande une investigation. Aujourd'hui, on a créé des machines capables d'investiguer beaucoup plus clairement les scanners, par exemple, les IRM. C'est encore une autre machine. Mais il y a beaucoup de machines qui permettent de voir à l'intérieur du corps comment va l'organe, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les artères sont bouchées ou pas? Par exemple, on peut aller très loin. Donc les machines font de l'investigation en fait.
Qu'est-ce que ça veut dire de soigner quelqu'un? Est-ce qu'on peut aider, vraiment aider à quelqu'un de se libérer de toutes les maladies? C'est une question que se posent nombreux médecins. Est-ce qu'on soigne vraiment quelqu'un? Aujourd'hui, le médecin soigne par des médicaments. Il fait un diagnostic, il connaît à peu près cette maladie, il sait qu'il faut prendre tel médicament. Mais c'est le médicament qui soigne, pas le médecin. Ensuite, les vrais médecins généralistes disparaissent. Maintenant, il y a des spécialisations. Avant, le médecin généraliste s'occupait de l'ensemble du corps, plus aujourd'hui. C'est un problème au cœur, il fallait voir un cardiologue. C'est un problème au rein, tu vas voir un néphrologue. Et ainsi de suite. Ce sont des spécialisations. Mais souvent, ça se termine à l'hôpital. Finalement, c'est le chirurgien qui travaille. Le corps est très complexe. C'est un mystère. On ne peut pas vraiment tout soigner. En fait, on passe son temps à réparer. C'est la personne qui est malade qui devrait se soigner. Changer ses habitudes, sa façon de manger, de vivre, de penser, contrôler ses émotions, ses sentiments, certains. La médecine commence par le patient. Parfois, on a une maladie héréditaire, c'est donc pas de la faute du patient. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, donc on ne fait que soigner les effets. De plus, il est très difficile de trouver une cause à une maladie. Beaucoup d'acupuncteurs disent « oui, il faut trouver la cause », mais la cause, personne ne peut la trouver. Elle est lointaine, la cause. Elle existe chez mes parents, chez mes grands-parents. Personne n'a trouvé l'origine de la cause. Donc, la médecine a compris qu'il fallait s'occuper des effets, surtout. Alors bien sûr, si vous avez de l'hypertension, on va vous donner un médicament qui va vous baisser la tension, mais elle ne soigne pas la tension. Il faut prendre ce médicament toute sa vie. Et tant que vous le prenez, la tension reste basse. Mais si vous l'arrêtez, elle remonte. Ça veut dire qu'on n'a pas soigné la cause. Mais il en est de même pour beaucoup d'autres maladies. Parfois, il faut prendre les médicaments toute une vie. Alors, le rôle d'un médecin, c'est de choisir le bon médicament qui corresponde à cette personne. Voilà. Parfois, ça marche pas, il faut en essayer un autre jusqu'à temps que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas d'effets secondaires. C'est surtout ça. Si on nous soigne d'un côté et qu'on a des effets secondaires de l'autre, c'est pas agréable pour la personne. Donc, il faut trouver le bon médicament. Si on est à l'hôpital et qu'on vous soigne pour quelque chose, on va vous peser, vous mesurer. On va, en fonction de tout ça, on va calculer combien de grammes on doit donner de tels médicaments, etc., etc. Savoir mélanger les médicaments, bien les connaître, ne pas qu'ils ne se battent pas entre eux dans le corps. Voilà, il n'y a jamais eu autant de bonne médecine que maintenant. Et la recherche continue. C'est de mieux en mieux. Donc aujourd'hui, si je devais revenir à ma médecine traditionnelle, ça ne serait pas très efficace. Parce qu'aujourd'hui, on a des moyens technologiques bien supérieurs, bien plus efficaces que mon raisonnement. Les plantes, c'est bien, mais quand la maladie est assez grave, ça ne suffit plus. 혹시라야 야예지 와캉다차 찬우 아기 유스토스토 체키아요 혹시
shilayati wani juza pelo hai. Est-ce que le fait d'être médecin peut nous aider à développer la compassion? Qu'est-ce que la compassion? Il y a peut-être une différence entre compassion et être altruiste, s'occuper des autres. On peut s'occuper de quelqu'un sans avoir de compassion spécialement. Par exemple, un conducteur de train va s'occuper des gens, il va les amener quelque part, mais il n'a pas de la compassion pour eux. Il ne sait même pas qui il a dans ce wagon. Donc on peut être altruiste, on peut travailler pour les autres, mais pas forcément avoir de la compassion. Et d'ailleurs, quelle est la différence entre compassion et amour? Là aussi, c'est un vaste sujet. On pourrait dire que l'amour, c'est quelque chose qui est sans condition, totalement ouvert. La compassion, dans la compassion, est inclue la sagesse. Donc souvent, la compassion est beaucoup plus profitable aux autres et beaucoup plus juste que l'amour. Il y a des médecins qui ont une nature naturellement bonne, qui aiment rendre service aux autres, qui font leur métier par vocation, parce qu'ils aiment s'occuper des autres. Mais il y a beaucoup de médecins qui font ça pour avoir de l'argent, pour avoir un métier. On n'a pas de patron au-dessus, on est libre, et on fait à peu près ce qu'on veut. Il y a des médecins aussi qui aiment dominer les patients, être respectés. Il y a toutes sortes de médecins. Puis il y a des médecins bienveillants. Je pense qu'un médecin doit être bienveillant. Bienveillant veut dire bien veiller sur quelqu'un. Y apporter toute son attention, toute sa compréhension. C'est ça, la médecine, c'est d'être bienveillant. Après tout, on veille sur les malades, on dit toujours. Dans les hôpitaux, les infirmières veillent sur les malades. Donc, il faut être bienveillant. Pourquoi avez-vous fini avec la médecine chinoise? La société a évolué. Tout s'est mis à aller trop vite. Pour les gens, leur travail, toujours pressé. Alors les tisanes que je leur donnais, ils n'avaient jamais le temps pour les préparer. Donc ils voulaient des comprimés, ce qu'on appelait des complexes, des gouttes à prendre pendant leur travail, parce que pendant leur travail, faire bouillir de l'eau, faire infuser, c'était compliqué dans les bureaux. Ils étaient toujours pressés, pas très attention à eux, à courir toujours. Ils mangeaient vite, pas le temps de digérer correctement. En fait, je ne pouvais plus soigner les gens paisiblement, tranquillement. Les gens ne prenaient plus le temps pour se soigner. Et puis, à cette époque-là, j'ai commencé à partir en mission dans les pays de l'Est. Je partais 1 mois. Plusieurs fois dans l'année, je partais 1 mois. Donc, mes patients, ils téléphonaient, puis j'étais pas là. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Parce que les patients me cherchent sans arrêt, téléphonent 10 fois par jour. Et donc, j'ai arrêté comme ça naturellement. Je ne pouvais plus continuer. Il y a eu donc des concours de circonstances. D'abord, ma méthode avait évolué, plus de tisane, évidemment. Je devais changer tout le système.
les gens étaient devenus de plus en plus exigeants. Et puis il est arrivé une période où l'acupuncture, les médecines parallèles, étaient devenues une mode. Et les patients changeaient comme ça de médecins, de soignants. Ils essayaient un pendant un mois, puis ils passaient un autre parce que ça ne marchait pas. Et on ne pouvait plus rien contrôler. C'était devenu une mode. Alors je me rendais régulièrement à l'hôpital de Périgueux pour faire de l'acupuncture à des gens qui étaient dans le coma, pour soigner des nouveau-nés qui avaient des diarrhées et que la médecine ne savait pas arrêter ça, donc je faisais des moxas dans le nombril de l'enfant. Je faisais de l'acupuncture un petit peu quand on m'appelait à l'hôpital, mais ça a été vraiment les derniers moments. Et après j'ai arrêté tout ça. Mais c'est surtout l'absence qui m'a fait arrêter. Le fait de me rendre en mission trop régulièrement. Celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles, en pensant qu'au bout du monde, il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête, où qu'ils aillent. Ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Qui a volé leur histoire, qui a volé leur mémoire, qui a piétiné leur vie, comme on marche sur un miroir. Celui-là voudra des bons, celui-là comptera les jours, en alignant des bâtons, comme les barreaux d'une prison. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête, où qu'ils aillent. Ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal, ça fait mal. Quand je pense à eux,